Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Le premier bloc, c'est donc votre rendez-vous quasi hebdomadaire. On reprendra le rythme normal, non pas à partir de ce lundi, mais du lundi suivant, en direct ou en léger différé parfois depuis Nyon à tête de course. Lundi 11 septembre. Voilà, exactement, le lundi 11 septembre, c'est-à-dire 2 jours avant la reprise du championnat et ce fameux match entre Fribourg et Lausanne. Alors on fait ce premier bloc qui sera également rediffusé, donc c'est pour ça on doit quand même situer un petit peu la chose. Là nous sommes en direct depuis Yverdon à la fin du match entre Ambry et Bremerhaven, donc si vous n'entendez pas le cliquetis des fourchettes et des couteaux, c'est normal, et on va faire ce premier bloc le temps d'une petite heure, on va dire ça comme ça, puisqu'à partir de 20h sera également commenté en direct sur Planète Hockey, la radio, la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Jukurit Mikkeli. Alors messieurs, le premier bloc, vous connaissez enfin, messieurs, dames, là je parle de nos auditeurs, vous connaissez le menu habituel, et j'imagine qu'avec tout ce qui s'est passé, notamment cette semaine ici à Yverdon, mais également dans le monde du hockey. On a un invité, Norman Klobuller, qui vient nous dire bonjour. Ah ben, Norman, allez, alors serrez-lui la main à Norman Klobuller. Qui, je vous l'ai dit, il paraît moins fatigué que son frère. Donc lui, c'est lui qui donne les ordres et c'est son frère qui travaille. Alors, on va dans ce premier lot recevoir du monde. On va recevoir Paolo Duca, qui est, vous le savez, le directeur sportif d'Ambry Piotta. Et puis on retrouvera également Christian Dubé tout à l'heure. Ça, ce sont pour les 2 principaux invités. Et puis, évidemment, on va avoir nos rubriques habituelles. Et alors allons-y, messieurs, puisqu'on parle de rubriques habituelles. Est-ce que vous avez pensé à des casques d'or et à des casques de plomb ? Exactement, oui. Alors allons-y, on commence cette fois-ci avec Laurent Perroton. Ok, alors moi, je vais commencer avec mon casque d'or, mais mon casque d'or va aux Lakers de Rapperswil, qui gagne son premier match de Champions League après avoir été mené 5-2. Rapi a réussi à égaliser, à passer l'épaule, et malheureusement s'est fait égaliser à 2 minutes de la fin. Ça, c'était vraiment dommageable parce qu'ils étaient revenus dans la partie, c'était incroyable. Et ils ont quand même réussi à gagner en prolongation avec un goal de Jordan Schroeder sur une magnifique passe de Maxime Noro, avec 3 points chacun, c'est à noter. Ils ont été les artisans de cette grosse victoire. À noter les absences de 3 étrangers, Emile Djoussé, Niklas Jensen et Brett Connolly qui étaient ménagés. Dimanche soir, Rapperswil se déplacera à Vítkovice et ils ont bien représenté le pays, la Suisse au niveau international dans ce début de Champions League, et donc je leur dédie ce casque d'or. Alors voici pour le casque d'or de Laurent Perroton, casque d'or de Christian Ponty. Alors moi j'en avais mis 2 parce que le premier c'était rapide, donc je ne vais pas redire ce que Laurent a dit parce que c'est tout à fait mérité. Alors moi j'ai un casque d'or que je vais remettre aux Langnau Tigers, parce qu'ils ont quand même réussi à faire un résultat financier avec un bénéfice de 219 000 francs. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, Langnau c'est un village de 5 000 habitants. Vous allez comparer avec Berne? Non, je ne vais pas comparer. Parce que Berne, ils ont les moyens et eux, ils font un gros déficit. Alors non, ce que j'aime bien chez Langnau, c'est qu'ils sont malins et qu'ils développent des nouvelles technologies, et ils sont très intelligents. Déjà, ils ont mis 700 abos supplémentaires pour les places debout, ça c'est très bien. Mais surtout, ils ont fait des marges bénéficiaires comme ça avec une saison quand même assez moyenne. Si on réfléchit, on parle du classement, même si ils s'attendaient peut-être, grâce aux events et aux gastro. Et surtout, ils vont tester pour la première fois, dans le cadre d'un nouveau projet, l'intelligence artificielle. En fait, c'est super intéressant parce qu'ils sont vraiment à la pointe. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser les données de météo, les éventuels événements parallèles, les performances, les prestations sportives qu'il y a autour, afin d'optimiser leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que ils vont interroger l'intelligence artificielle pour savoir, en fonction des soirées, ils vont mettre plus de personnel, moins de personnel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le but, c'est d'améliorer leur logistique et puis d'utiliser moins de gens pour les soirs où il y a des gros matchs, où ils travaillent. Enfin, je trouve ça très novateur. Et puis venant de la part de Langnau,
Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement à Langnau, mais la patinoire en elle-même, pour une rénovation, c'est fantastique. Pour les invités, pour les VIP, c'est super bien fichu. En plus, il y a leur nouvelle patinoire qui arrive. Donc, moi, je leur dis chapeau, bravo. Deuxième piste, ouais. 219 000 francs de bénéfices, alors qu'il y a des clubs qui ont encore des gros trous. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça mérite le respect. Alors, respect, effectivement. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me fait peur, c'est cette fameuse intelligence artificielle qu'on est en train de mettre à toutes les sauces. Vous verrez, Christian Ponty, quand l'intelligence artificielle vous remplacera comme consultant. Je suis certain que ça vous plaira beaucoup moins. Non, il y aura des meilleures analyses. Ce que je veux simplement dire... peut-être. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'utiliser tout ce qui est en leur... Enfin, tout ce qu'ils ont au niveau des moyens pour essayer d'être le plus performant. Pour optimiser leur budget. C'est-à-dire que voilà, dans un rayon de 50 km de Langnau, quels sont les événements dans la région? Ok, ça va peut-être impacter. Alors tu vas prendre peut-être, je dis n'importe quoi, 4 employés pour le catering au lieu de 10. Et puis ça fois 30 matchs, ça va rentabiliser les choses. Ouais. Je trouve qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est pas l'intelligence artificielle en soi, c'est surtout qu'ils essayent toujours de progresser, d'utiliser des moyens modernes. Et puis, moi, je me rappelle à l'époque, quand on allait à Langnau, c'était vraiment inétable. C'est plus le cas. Et puis, ils ont fait quelque chose de bien avec des moyens raisonnables. Et moi, je trouve que ça mérite le respect. Il me semble qu'on en a parlé d'ailleurs à l'occasion de cette émission déjà de cette intelligence artificielle où on avait fait une recherche sous mon nom et on m'avait attribué le titre d'ancien joueur star de Gauthieron. Ouais. Comme quoi l'intelligence artificielle, ça marche pas tout le temps. Elle se mélange quand même un petit peu les pinceaux. Il y a juste un mot de trop. Ancien et star, c'est juste, mais de joueur, non. Oui. Moi, ce que je vais faire, c'est vous donner aussi rapidement mon casque d'or et puis ensuite on passera directement à notre premier invité, Paolo Duca, qui vient de nous rejoindre. Simplement, mon casque d'or, c'est Thibaut Frossard. Parce que je pense que sur la base de cette préparation avec le HC Ajoie, il démontre bien ce que l'on a voulu faire à Ajoie, c'est-à-dire retrouver une certaine sérénité, retrouver, on y croit. Voilà. Et c'est tout à fait le style de joueur qui démontre sur le glace qu'on y croit. La preuve, il est à nouveau là pour marquer les buts essentiels, les buts décisifs, même si on n'est qu'en préparation. Frossard est de retour et on espère qu'Ajoie sera également de retour. Voilà, c'est dit. On passera au casque de plomb tout à l'heure parce que Paolo Duca nous a rejoint. Merci Paolo de nous rejoindre. Est-ce que vous vous estimez satisfait? Le résultat c'est pas mal, mais est-ce que vous vous estimez satisfait de la performance de Ambry il y a quelques minutes face à Bremerhaven? Bonjour à tout le monde. D'abord, merci pour l'invitation. Oui et non. Alors, c'est clair, c'est encore la préparation. C'est pas encore le championnat. L'intensité, elle n'était pas super. On le savait, c'était difficile. On a fait une pause après trois semaines de travail dur. Et puis, quand tu retournes avec 2 matchs... on a joué hier soir à 8h15 et puis aujourd'hui à 3h l'après-midi. Ça se passe aussi dans le championnat, samedi, dimanche, mais c'est toujours dur. On n'a pas une grande profondeur maintenant avec les blessés et l'intensité, la vitesse aujourd'hui sur la glace, c'était pas extraordinaire. Pour les deux équipes. Pour les deux équipes. Et puis la glace, c'était pas terrible, franchement. Ouais, mais la glace, c'est toujours la même pour les deux équipes. Alors, quand la glace est comme ça, tu dois jouer encore plus simple, pas essayer trop, patiner. Et oui, à la fin, c'est clair, on a trouvé la façon de gagner le match. C'est toujours, je vais signer si on gagne tous les matchs, même si on joue pas bien. Mais c'est clair que c'était pas un match wow match. Ouais. Là, vous avez eu donc 2 matchs, mais auparavant, vous aviez 4 jours de congé. Les joueurs avaient 4 jours de congé. Est-ce que c'est parce que l'équipe était fatiguée, plus fatiguée que prévu peut-être? Non, ça c'est... C'était planifié? Oui. Ça fait 6, 7, c'est la 7e préparation qu'on fait comme ça. On fait toujours 3 semaines très, très lourdes pour faire la base et puis nous on appelle un distac, on essaie de faire comme un break et après tu recommences avec des entraînements plus courts et encore plus intenses pour préparer le début de la saison pour avoir le jump juste au début du championnat. Et c'est bon pour la tête aussi. Hein. Oui. Ouais. Alors, est-ce que les problèmes d'Ambry aujourd'hui, il y a les blessés effectivement, mais est-ce que les problèmes justement ne viennent pas un petit peu des lignes arrières comme c'est un petit peu souvent le cas
pour des équipes qui n'ont peut-être pas la meilleure défensive de la Ligue, quoi. C'est clair qu'on a perdu deux défenseurs qui ont joué régulièrement l'année passée pour nous, Fischer et Buren, mais ça fait un peu partie de notre réalité, quoi. Quand tu prends des gars qui jouent pas ailleurs comme Buren, et puis tu l'entraînes, tu le portes en haut, il prend de la confiance. Après, au moment donné, il ira partir. C'est la vérité. Quand tu as encore quelques millions de budget de différence avec les autres équipes, à la fin, c'est leur métier. C'est tout à fait normal que les joueurs après peuvent décider de changer. Et puis ça, c'est le cas. On va recommencer avec des autres jeunes qui ont la chance de reprendre les trous qu'il y a encore maintenant. Et c'est à eux de le faire. Nous, on est un club formateur, on l'a toujours dit, c'est la seule chance qu'on a pour avoir des joueurs d'un certain calibre en jeunesse, et puis les faire améliorer, leur donner, travailler avec eux, leur donner de la confiance, et puis comme ça on a aussi des bons joueurs. Même chose s'est passé avec André Heim, il jouait pas beaucoup à Berne, et puis on a réussi à le faire, à le valoriser, et puis maintenant il part, et chaque fois qu'il part, d'un côté tu as la confirmation que le boulot a été bien fait, et de l'autre côté ça fait mal parce que ça va pas les garder. Ça va prendre du temps pour trouver des solutions, quoi, et pour les substituer, mais c'est comme ça, ça fait partie de notre réalité quotidienne. Peut-être c'est pas le nom juste, mais c'est comme ça. On est un club de troisième échelon partie du championnat. Partie du championnat. Et alors, si on travaille bien avec les jeunes, on aura encore des jeunes qui veulent venir chez nous, et on aura des bons joueurs. Peut-être juste pour 1 ou 2 saisons, mais c'est mieux que rien. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, mon inquiétude là, sur ce que j'ai vu, c'est la qualité de la première passe, évidemment, parce que tu as des jeunes joueurs. Parce que si tu regardes quand même, quand tu analyses un petit peu les 2 dernières saisons, tu as perdu Fora en 21-22, tu perds Buren, Fischer, qu'on a vu évoluer avec Ajoie, qui est encore très très utile avec beaucoup d'expérience. Est-ce que tu penses qu'avec ton contingent, vous avez maintenant 2 étrangers en défense, hein? Oui. Il y en a un qui était absent aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu penses qu'avec les jeunes aujourd'hui vont arriver à prendre le rythme rapidement pour pouvoir combler ces départs rapidement, je ne sais pas. J'espère. T'as pas le choix de toute façon. C'est comme ça, mais de nouveau, ça fait partie de votre ADN, ouais. On a travaillé comme ça. On a cherché il y a 5 ans Forler à l'Academy. Il ne jouait pas en Liga, et aujourd'hui c'est un joueur de l'équipe nationale allemande. Isaac Odotti, même chose, jouait aux Rockets, il a joué son premier match à 25 ans en Liga, son frère à 26. Zaccheo, on travaille, on fait grandir les joueurs. On a Zundel qui était absent aujourd'hui, et puis Rocco Pezzulo qui retourne d'une saison compliquée avec des blessures qui ont le potentiel. On croit en Dario Butrich et Simone Terranas en 2004. C'est un jeune comme Olmo Albis 2004. Ils vont vouloir pousser, ils doivent se développer, et puis on verra si, comme toujours, on est là pour faire de la formation, et puis on est là pour prendre des chances des joueurs que peut-être dans un club ils n'arrivent pas avoir le même rôle, et alors là on est prêt à leur jumper dessus, et puis d'accord. Et une dernière, après je te laisse tranquille. Au niveau de tes étrangers, les nouveaux là, tu es satisfait? On a trouvé Laurent Dauphin assez en jambes ce soir? Ouais, ça c'est bizarre parce que les journalistes demandent toujours si tu es satisfait, mais c'est le 2e septembre. Là. Non mais tu t'attendais à aller voir dans leur registre, mais évidemment, mais ce que je veux dire, est-ce que tu les trouves
de mieux en mieux? Est-ce que tu l'es dans l'amalgame? Moi, je suis surtout dans l'amalgame dans le line-up. Comment ils se sentent, quoi? Écoute, pour faire les bilans, là, on va attendre la fin de la saison ou bien peut-être la moitié de la saison. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne, il travaille. Dommage que Jacob, il a dû faire presque 3 semaines de pause. L'été, c'est jamais parfait, bien. Surtout pour des joueurs qui n'ont jamais joué en Suisse. Et puis, Dauphin, lui aussi, il a bien bossé jusqu'à maintenant. Et puis, on verra. Mais nous, en tout cas, on a bien aimé aujourd'hui Dauphin. C'est la première fois qu'on voyait jouer Ambry. Ça nous a semblé positif. Moi, j'ai beaucoup aimé la ligne Knöbuller avec Burgler et la Manix. Ça va vite. Ça va vite. C'est la ligne qui allait le plus vite, je trouve, ce soir. Ouais, mais déjà. Surtout, ce qui est intéressant aussi, parce que là, tu dis que tu fais de la formation, tout ça, mais il y a un poste où je trouve que vous êtes très bon, c'est les gardiens. Vous avez un super duo de gardiens avec de l'expérience 2 fois. Par exemple, il y a certaines équipes, à mon avis, qui sont moins bien dotées au niveau des gardiens. Et puis, je trouve que vous avez des bons vétérans. Les Burgler et compagnie sont importants. Pour dire que tu fais de la formation, vous avez gagné la Spengler. Moi, j'y étais, c'était incroyable. Oui, mais Burks, alors, faire de la formation, ça ne veut pas dire que tu as une équipe de juniors, là. Oui. Mais t'as quand même, tu dois faire des paris. On perd Heim, on est obligé on ne va pas substituer Heim avec un joueur de l'équipe nationale. C'est juste pas pensable. C'est à toi d'en faire un qui va aller en équipe nationale. On fait un pari encore avec Manix Landry 2002. Ça va lui prendre du temps de s'adapter à la ligue et puis de s'imposer. Mais on pense qu'il pourra faire ce pas-là et vite, j'espère vite. Il faut. Il y a 2 ans, on était ici à discuter qu'on a décidé de laisser partir Marco Müller à Zug, même s'il avait un contrat encore, puis ça n'allait plus. Lui, il se sentait plus le bon joueur pour Ambry, ou bien Ambry c'était devenu un peu trop petit pour lui, et puis on a parié sur Heim. Ça allait même mieux que ce qu'on pensait, mais des fois ça va aller bien, des fois ça va aller moins bien. Après, il faut avoir l'honnêteté et puis le courage de dire ok, ça n'a pas fonctionné, il faut changer et changer vite. Moi j'ai une question, comment vous avez fait pour garder Knöbuller? Johnny, je pense qu'il aime bien Ambry. Il se trouve bien là. Johnny, on l'a cherché la première année qu'on était Ambry avec Thierry. Je pense que depuis là-bas, il a fait des pas incroyables. Énorme progrès. Et il joue en équipe suisse. Ouais, Johnny, c'est un bon de nous. C'est un gars qui travaille dur et puis il se trouve bien là. On est content de l'avoir. Oui. À ce propos, je vous dois des excuses, Paolo Duca. Pourquoi ? Parce que c'est moi le coupable qui avait annoncé que Johnny partait à Genève. Et le club a d'ailleurs réagi, a fait une allusion à ce que j'avais annoncé, qui a été repris un petit peu partout. Et pourtant, mes sources étaient vraiment très très bonnes. Hein. Ça venait vraiment de Genève. Enfin, vraiment de l'intérieur. Ouais, vraiment de l'intérieur. Donc voilà. Donc je voulais quand même une fois pour toutes, parce que c'est un truc que je traîne un peu avec moi. C'est pas bon pour le moral. Ouais. Donc je voulais simplement vous présenter officiellement mes excuses. Ouais, c'est bon, j'accepte les excuses. Mais ça va pas changer le fait que quand ça sort les nouvelles là, c'est pour ça que nous, au moins, je parle pour moi, je me fâche particulièrement parce que des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et les journalistes, des fois, ils ont des bonnes sources qui sont à la fin sont pas des bonnes sources. Et puis pourtant celle-là, c'était sorti 4 jours avant qu'on parte pour la Spengler Cup, quelque chose que c'était très très important pour nous. Avant Noël, avec un joueur quand même important pour nous, avec qui on discutait depuis des mois. Et les journalistes, ils ne savent pas c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le public, sur les fans, sur les sponsors, sur la dirigeance. Et quand c'est faux, ou bien quand c'est vrai, mais c'est trop tôt, faut rien dire. Pour nous, ça crée toujours des problèmes. Ouais. N'importe quoi. À vous, ça vous donne
le fait de voir de pouvoir dire on le savait avant les autres, les news, mais moi je suis de l'opinion que les informations sur la politique personnelle, ça appartient au club. Alors j'essaie de rien dire à personne pour avoir le moins de possibilités de... Je comprends comment ça fonctionne le monde, hein, et la presse aussi, mais ouais, ça c'est des choses maintenant... cette nouvelle-là, si on n'avait pas encore fini les négociations, peut-être ça m'allait donner une semaine de problèmes en plus et peut-être 150 personnes en main qui venaient à la Spengler. Bon, enfin, voilà. Nous, il faut dire une chose, peut-être tu sais pas, mais nous, les émissions, on les enregistre au restaurant du papa de Johnny. On les fait chez lui. Son père, il ne disait pas tout, il savait pas tout, alors c'était un petit peu un peu clairement. Mais c'est vrai que l'information ne vient pourtant pas de la famille clubulaire. Bref, voilà. Et pour clôturer, nous on a 2 clubs vraiment de cœur, c'est Ajoie, parce qu'on s'occupe beaucoup des clubs romans, et Ambry. Okay, Ambry, pourquoi ? Parce qu'on met souvent en avant votre solidarité, on aime cet état d'esprit, mais surtout, ce que je voulais te parler de ça, c'est votre à l'intérieur, enfin de l'extérieur comme ça, on a l'impression que c'est impénétrable en fait entre le directeur sportif et le coaching staff. Et le fait d'avoir amené Landry aussi, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Et je trouve que votre solidité et votre confiance les uns les autres amènent aussi cet état d'esprit sur la glace et aussi amène ce côté populaire en fait. Merci. Ouais, nous on croit dans le travail et dans la continuité. C'est clair que des fois les dynamiques du sport... si les résultats n'arrivent pas, la pression elle monte, mais tu n'as jamais la garantie que en changeant ça va marcher. Quand tu trouves une façon de travailler que fait améliorer les joueurs, de nouveau, nous on veut être un club formateur, et pour être un club formateur il faut avoir des gens qui savent bosser avec les jeunes joueurs, beaucoup les améliorer sur la glace, à côté de la glace, au niveau physique, au niveau mental. Et nous, on trouve qu'on a un très, très, très bon staff. Et puis, ça fonctionne s'il n'y a pas des petits trous pour laisser rentrer l'air ou la lumière. Les infiltrations. Exactement. Alors, jusqu'à maintenant, ça donne des résultats. Mais le sport, c'est pas... on dit comment ? Une science exacte. Une science exacte, éternelle, et puis déjà 6 ans, c'est très très longtemps. Puis on avait besoin de faire des changements. On a ajouté Eric. Franchement, on a attendu jusqu'à ce que la nouvelle direction des sportifs des Rockets à Balanzone ont pris une décision sur comme eux ils voulaient faire. Puis ils ont décidé de faire un nouveau start avec des nouveaux entraîneurs. Quand même, avec Raphaël Sanitz, qui était notre assistant entraîneur à la moins 20. Ils ont fait un bon choix, mais comme ça libéré Eric. Pour nous, c'était no-brainer. On est resté en contact. Opportunité. On lui a demandé d'être patient, mais il a fait un super boulot avec les Rockets. Moi, je le connais déjà des temps qu'on a joué ensemble à Ambry. Son fils avait déjà... signé pour nous, et on a rajouté une personne qui va nous aider beaucoup. Moi j'ai une dernière question pour toi. Vous avez dit 5 minutes, ça fait presque 25 minutes. Désolé, mais je rigole. Celle-là, il faut que je la pose. Non, avec Tchereda, on sait que vous êtes un binôme et tout, et moi je pense que c'est juste mon avis. Mais je vois bien Luca un jour devenir entraîneur de l'équipe suisse. Alors, s'il va jouer entraîner l'équipe suisse, est-ce que tu deviendrais le DG de l'équipe suisse avec lui ? Ça, c'est typique question là. J'espère. Non, c'est pour le fun. Hein. Non, ça aussi. Moi, je trouve que Fischi fait un sacré boulot. Il a fait faire des grands pas en avant à l'équipe suisse au niveau de mental. Aujourd'hui, on parle d'une débâcle si on perd le quart de finale. Avant, on était content si on se sauvait, que c'est normal. Mais déjà, les joueurs de NHL, ils veulent venir. Oui, mais exactement. L'équipe nationale, c'est une chose très, très positive. Le jour que Fischi décide de faire quelque chose d'autre, Lucas, ça serait sûrement un bon choix. Continuité. Bon choix. Juste, ouais.
Merci Paolo Duca d'avoir accordé tout ce temps. C'est un menteur, Perroton. Quand il dit 5 minutes, vous multipliez par 4 toujours. Hein. Il est français, faut pas oublier, c'est pas compté. Ok, alors, je vais me rappeler de ça. Ouais. En tout cas, merci. On vous souhaite une bonne saison avec Ambry. Merci. Vous êtes effectivement au 3e échelon. On espère quand même vous voir un jour au 2e échelon. Ça va venir petit à petit. Finalement, c'est bien parti. Vous avez un super outil maintenant avec la nouvelle patinoire, avec la Gottardo Arena. Des super fans. Des super fans. Vous avez une équipe avec des jeunes joueurs en progression et tout. Je pense que ça va bientôt venir. Merci beaucoup. Et la Coupe Spengler. Merci. Merci à vous. Bien sûr. Merci Paolo. Bon travail. Voilà, et nous on va continuer le premier bloc, émission non-stop. Aujourd'hui on aura, c'est du 15h, 20h15 aujourd'hui en direct depuis la patinoire d'Yverdon. On va accueillir dans un instant Laurent Antonioli. Laurent Antonioli qui va nous rejoindre pour la fin de ce premier bloc et qui sera le commentateur avec Laurent Perroton de la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Jukurit Mikkeli. Alors messieurs, on en était resté casque d'or, on passe au casque de plomb. Alors on passe au casque de plomb, allez-y Laurent. Alors, moi je le donne à Genève Servette. Pas sur le match et sur le contenu, même si c'était très moyen dû à un manque de rythme, sans doute au manque de match durant la préparation. C'est ce que j'ai vraiment trouvé, mais à l'attitude, avec beaucoup de gestes et de paroles inhabituelles liées à la frustration du jeu proposé et du résultat. Ça reste un match du mois d'août, mais c'est une compétition officielle et surtout la Champions League. On doit représenter le pays. Et match à oublier et surtout match à gagner aujourd'hui dans quelques minutes à Košice, parce que vraiment dans le contenu, ça peut arriver. Hein. On sait qu'ils ont eu très peu de matchs de préparation, mais l'attitude et le fait de tout le temps être pénalisé parce qu'on prend des mauvaises pénalités, parce qu'on parle trop, surtout avec la réglementation dans la Champions League, ça m'a vraiment dérangé. Donc je donne le casque de plomb au Genève Servette. Casque de plomb de Christian Ponty. Alors moi je donne mon casque de plomb à l'IHF, la KHL, pour le cas Ivan Febotov. On a le même. C'est scandaleux. En fait, ce qu'il faut savoir pour les gens, hein, Ivan Febotov, c'est juste un gardien talentueux de 25 ans, 26 ans, qui a été drafté par Philadelphie et qui, au moment de partir, au début du conflit de la guerre, en sortant de l'entraînement, ils sont venus le chercher et ils ont demandé de faire son service militaire pour qu'il ne puisse pas partir du côté de la NHL. Donc lui, il a fait son service, il a quasiment pas joué, et tout d'un coup, il se retrouve. Alors après, la KHL n'a pas respecté certains aspects des contrats entre la NHL et l'IHF. Donc il a été suspendu jusqu'au 1er janvier 2024. Et hier, il y avait l'ouverture de la saison de la KHL et ils l'ont aligné. Donc ça veut dire que ce pauvre gardien, en plus, il joue au CSK, qui est historiquement le club de l'Armée Rouge. Enfin, c'est un gars qui veut juste faire son sport, jouer, faire sa carrière. Et il se retrouve dans un conflit. Il a en plus eu déjà qu'il a eu droit au camp d'entraînement militaire. Militaire. C'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, il a eu la maladresse de dire que lui, il ne voulait pas faire la guerre ou j'en sais rien quoi. Oui. Mais du coup, il est instrumentalisé. Et donc, ça veut dire que maintenant, la KHL l'a fait jouer alors qu'il était suspendu pour l'IHF. Et l'IHF va continuer de le suspendre. Donc, ce qui veut dire qu'en faisant ça, il ne pourra pas jouer en NHL non plus. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une victime collatérale de ce système un peu bête. Voilà. Ouais. C'est vrai que maintenant vous me direz, alors je ne sais pas quel genre de pression a été exercée sur Fedotov, mais c'est vrai que dans un certain sens, le joueur il a le droit de dire non au moment où on l'aligne. Mais quelles auraient été les conséquences par rapport au CSKA? Est-ce qu'il avait vraiment le droit de dire non? Je ne sais pas s'il avait le droit de dire non. C'est compliqué. Bon ben voilà, ça c'était les casques de plomb d'aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, les invités se succèdent à l'occasion de ce premier bloc. Et ça me fait plaisir encore une fois de retrouver un homme dont j'ai lu un superbe article dans un tout nouveau magazine. Vous voyez ce que je veux dire, Christian Dubé? Oui, bonjour. Oui, mais je connais aussi la personne qui l'a fait là. Ah voilà, c'était spécial, mais c'était sympa en tout cas. Bon bref, merci Christian Dubé. Tous les abonnés de Gotteron savent de quoi on parle. Et puis si vous venez à Fribourg, essayez de vous procurer ce nouveau magazine du club. C'est assez sympa. Merci en tout cas Christian Dubé de nous avoir rejoint avant le match de Fribourg contre Jukurit Helsinki. Comment ça se passe cette préparation? Jukurit Mikkeli, décidément j'y arriverai, je les appelle. Comment ça se passe cette préparation? Écoutez, ça va pas mal. Sauf hier.
Oui, hier, ça a été notre plus mauvais match, mais je suis content qu'on ait eu un mauvais match parce que ça a besoin d'adversité aussi. Et puis, voilà, faut comprendre aussi 4 semaines de suite qu'on pousse quand même pas mal physiquement, hors glace, sur glace. Donc, il y a une certaine fatigue mentale et physique. Et puis, la semaine prochaine, on va en profiter pour donner plusieurs jours de congé. Ouais. Encore une fois, comme pour la plupart des clubs, vous allez d'abord penser récupération avant le début du championnat, le 13 contre Lausanne. Exactement. Comme je l'ai dit, on a poussé beaucoup cette saison sur le hors-glace aussi. Et puis, la semaine qui vient va faire du bien. Laurent? Ouais, moi je voulais... On vous a vu jouer à la Vallée de Joux, là. Et puis, ce qu'on a trouvé, hein, et je voulais avoir ton avis, c'est qu'on a vraiment 2 powerplay. Parce qu'en blue liner, maintenant, tu as les 2 étrangers. Et puis, on sent qu'à tout moment, ça peut faire des différences sur les qualités individuelles dans la vitesse d'exécution des joueurs, dans la qualité des shoots directs, etc. Donc, on vous a trouvé plus complet, en fait. Aussi bien dans la défensive à jouer 5 contre 5, puisque tu as fait très peu de changements, mais finalement, on sent la défensive beaucoup plus solide. Et devant, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'options dans l'amalgame entre les trios. Oui, totalement. Beaucoup plus de qualité. Puis je vais être très honnête, présentement, le powerplay des Suédois, comme je l'appelle, va mieux que l'autre. Donc, Marcus Sorensen et Wallmarks trouvent les yeux fermés, jouent ensemble exactement dans ces positions-là avec l'équipe nationale et tu le remarques. Donc, non, ça va bien. Puis, il faut de la compétition à l'interne. Je pense qu'on n'a pas assez eu dans le passé. On avait Lannick Dido était ici. Les gars jouaient 1 minute 30 sur le powerplay. Tu as besoin d'avoir 2 unités. Pour l'adversaire, c'est difficile parce qu'ils jouent d'une manière différente les deux. Et puis, voilà. Donc, comme tu dis, on a beaucoup plus d'options. Même dans les lignes aussi, je vois qu'on a vraiment comme 3 lignes qui sont capables de marquer. On a une 4e ligne très solide défensivement. Avec aussi un gars comme Bignas qui a marqué déjà 2 goals depuis le début du camp. Et puis, bon petit droitier. Oui, exactement. Donc, voilà, ça fait plaisir. Ouais, moi, j'ai juste rajouté. Peut-être que si Genève est devenu champion, c'est qu'à un moment donné, ils ont retrouvé un 2e powerplay. Rappelez-vous, quand le Coutre est revenu, c'est exactement le cas de figure pour vous, je trouve. J'ai trouvé que Berkman, derrière, comme il est mobile, il est vraiment très bon, il fait le jeu. Et puis, on a vu le match de la Vallée de Joux, on a retrouvé Dido et Motet. Et Motet, c'est un autre Motet, hein, quand le puck arrive. On sent qu'ils s'entendent très bien. On aurait dit qu'ils s'étaient manqués, les deux. Et en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment 2 grosses unités. Et puis, c'est important que tu puisses les dispatcher. Et puis, ton temps de jeu au niveau des powerplay. Moi, je pense que vous êtes, pour l'instant, faire attention parce qu'on a dit des choses l'année passée, puis après on a eu. Hein, pour l'instant, vous êtes plus fort. En tout cas, sur les powerplays, c'est spectaculaire. Moi, j'avais une dernière remarque au niveau des gardiens. Tu as un nouveau gardien qui est arrivé. On a entendu un peu des critiques déjà. C'est très très dur à Fribourg. Hein. Les gens sont extrêmement dur. Sur le match qu'il a joué, ton jeune gardien, est-ce que avec ton entraîneur de gardien, est-ce que vous êtes assez satisfait de cette recrue ou ça va, c'est vos attentes? Il faut comprendre qu'il n'est pas du niveau de Connor Hughes. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Connor. C'est ça. Donc, quand Connor est arrivé au début, probablement qu'il y avait plus de difficultés que Brian aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un bon potentiel. C'est sûr que l'avantage de Connor est très gros dans le goal. C'est 1m93, 94. Donc, Brian est un peu plus petit, mais écoutez, il a une très, très bonne attitude de travail et puis il veut vraiment. Donc, pour lui, c'est une chance de pouvoir travailler avec David et Reto. Et c'est à lui de la saisir. Donc, présentement, c'est sûr que Reto est notre premier. On espère qu'il peut jouer, qu'il peut tenir la baraque physiquement aussi. Et puis, on va travailler avec Brian. Mais David est quand même confiant avec lui. Et dans l'esprit, c'est quoi? 1-3, 1-4 Alors, écoutez, on aimerait jouer une dizaine de matchs si c'est possible. Après, ça peut toujours changer. Selon les résultats. Exactement, comment ça va lui, comment Reto va. Donc, on verra, mais c'est le but. Oui. J'aimerais être un petit peu inside par rapport à la défaite d'hier face à Bremerhaven. Quel discours avez-vous tenu à vos hommes avant le match contre Jukurit Mikkeli, qui est une équipe très technique, plus technique que les Allemands? Pas un discours différent d'habitude. Il faut jouer notre hockey. Vous voyez qu'il nous manque quand même des joueurs. J'ai 2 étrangers qui ne jouent pas. Rafi Diaz qui ne joue pas non plus. Donc, j'ai passé par là quand tu es joueur, tu es vers la fin du camp, tu as hâte que ça commence la saison. Donc, pour moi, c'est jouer de la bonne manière, d'avoir quand même une bonne intensité et puis pas de faire pas jouer du hockey qu'on ne veut pas jouer. Donc, les gars veulent être concentrés. Je pense, si on regarde la glace aujourd'hui, ça a l'air assez catastrophique. C'est catastrophique. Donc, la chaleur, voilà. Ça colle. On va faire au mieux. Ouais. Bon, là tu verras, il y a un joueur qui a 17 ans là.
Elenius. Il est là. Ouais. Tu faut que tu l'observes. C'est le Houstinkoff. Tu me donneras ton avis, mais il est hallucinant. Oui, j'ai envoyé passer avant dans le poche du vestiaire, puis une équipe, quelques gars assez jeunes. Très très jeune. Ouais. Il y a Pustola aussi, le numéro 20. La moyenne d'âge, c'est 24 ans. Ouais, 24, et le 20 et le 91, c'est vraiment très très bon, tu verras. Good. Ouais. Bon, merci beaucoup. On va pas vous retenir, il y a un match sur le fond quand même. Il paraît, oui. Ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci. Salut. Bon messieurs, on a reçu nos deux principaux invités de ce premier bloc. Laurent Antonioli cette fois-ci nous a rejoint. Il nous reste à peu près 20 minutes de premier bloc avant de nous intéresser à ce match entre Fribourg et Jokerit. Allez, donnez-moi le menu là, parce que le menu, on a parlé de Genève et de Rapperswil dans les casques. On peut parler des autres romans. Alors allons-y. Moi, je voulais parler moi, j'ai regardé la victoire de Bienne 3-1 contre Kozice en Ligue des Champions. Vraiment un magnifique goal de Gaëtan Haas, un breakaway de Dorung et un goal dans le filet désert de Salinen. Bienne reçoit Innsbruck, donc là il faudra pas faire la même lavée que Genève ce soir à la Tissot Arena. 3400 personnes à Bienne, c'était pas mal. Correct. À titre individuel, Brunner a été associé à Rayala et Salinen. C'était vraiment pas mal, mais il a été malchanceux dans la conclusion. Il a eu beaucoup d'occasions, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Maintenant, c'est comme d'habitude avec Bienne. Faudra voir quoi. Ça démarre gentiment. Le match dans le contenu était quand même très très moyen, mais ils ont quand même gagné leur premier match de Ligue des Champions, donc content pour eux. Et puis à voir pour la suite. Question ? Alors moi j'avais 2-3 divers. Ah mais rien à dire sur Bienne. Si, non. Attends, mais va pas sur les divers parce qu'après on a les autres clubs romans à parler. Non. Alors moi ce que je veux aussi dire sur Bienne, c'est que c'est rare. Il y a rien à dire. Non, il y a pas rien à dire. Non, on attend des nouvelles de Leuve. Ça serait vraiment important. Il semblerait que il repatine. Voilà, c'est ça. Sur la glace. Parce que le powerplay de Bienne avec Leuve, c'est quand même pas la même chose. Et donc c'est des bonnes nouvelles parce qu'on savait pas trop le ton que ça pouvait prendre, mais visiblement ça a l'air d'être plutôt en bonne voie. Donc bonne nouvelle pour Bienne. Ouais, après, il faudra laisser le temps aux nouveaux joueurs comme Poca et Minimi, et puis qu'ils arrivent à trouver leur marque. Mais c'est vrai que moi, j'attends de voir un petit peu le nouveau système, de voir comment ils évoluent. On a laissé beaucoup de liberté hier soir. Ça ressemblait au bien de la saison précédente. Donc c'est une première info aussi avec Matikainen, que ça veut dire que... Ouais, je pense que... L'ADN n'a pas perdu, n'est pas parti. Non, mais je pense que Steinegger a annoncé le top 6, l'objectif. Et il a parlé du nouveau coach en disant que c'était une équipe qu'il fallait laisser jouer. Et donc ils ont pris ce coach-là en fonction de cela. Donc il sait où il a mis les pieds, il sait qu'il a pris. Et on fait confiance à Steinegger. Bon, voilà ce qu'on a à dire sur Bienne, qu'on n'a pas encore vu jouer en live. On les a vus en Champions League à la télévision, mais on les a pas vus en live. Donc on va encore garder toute la réserve nécessaire. Ouais, c'est de la préparation. Absolument, c'est de la préparation. Donc, c'est bien de gagner le premier match à la maison. Oui. Bon, on a parlé de Bienne, de Rapperswil, de Genève, de Fribourg, évidemment. On va parler de Lausanne. Allez, on parle de Lausanne. Nouvelle victoire contre Jokerit Mikkeli. Après Viège, Rapperswil, Bremerhaven. Avec aujourd'hui la Lions Party, un match contre Liberec. Donc, et puis ils finissent le 7 septembre. Ils vont jouer leur dernier match de préparation à Cloton. Avant d'aller à Fribourg le mercredi 13 septembre, où ça sera une première ronde avancée avant le vendredi 15 septembre. À titre individuel, ce qu'on peut noter, c'est que Fuchs 4 goals, 1 assistance. C'est Catch 1 goal, 5 assistances, 6 points. Et Kovacs 3 goals, 2 assistantes, donc ça se trouve pas mal. Moi j'ai regardé un peu le contingent, je les ai vus jouer. Ce qui m'a marqué, je trouve quand même techniquement Pounenov un peu supérieur. Mais ils ont 2 bons gardiens. Après, la paire Juice-Gloser, c'est confirmé. Et ça reste une très bonne paire. Juice à la passe, Gloser qui a beaucoup de qualité technique. Et surtout, les deux ensemble, ils arrivent à échanger bien le puck. Pilote, très important. Et je le verrai bien avec Sidler. J'ai fait un petit peu une prospection des lignes. Mais Frick avec Yelovac, c'était pas mal. Après, la 7e, 8e place, ça se joue avec Marty, mais Genazi et Elner par rapport au profil des autres joueurs, je pense que ça pourrait être la solution. Puis à l'attaque, la ligne qui marche très très bien, c'est Sekat, Chiomela, Kovacs.
Après, Fuchs, on l'a associé avec Rochette. On ne sait pas trop ce qu'il y a Ria, mais Ria serait le troisième joueur sur ce bloc-là. Ensuite, on a fait un peu tourner, mais moi je verrais bien une checking line avec Almon, Raffel et Boson. Je pense que Almon, il faut lui donner des responsabilités et l'intégrer dans le jeu, lui donner de la confiance parce que c'est un mec qui... Justement, Pedretti aussi, n'oubliez pas. Vous entendre, j'ai l'impression que vous dites qu'il faut sauver le soldat allemand en le mettant avec deux autres joueurs qui Non, mais il faut, parce qu'il est très utile. C'est un joueur qui peut mais jouer pénalisé, dur. moi c'est ça qui me dérange. mais parce que il se sent pas concerné. C'est un joueur qui est vraiment particulier à gérer, mais je reste persuadé que si tu le mets avec un étranger comme Raffel et avec Boson et que ça soit une ligne qui ait de la responsabilité contre les premiers blocs adverses, ils peuvent arriver à vraiment faire du gros boulot. Et puis après la dernière ligne, après il y a d'autres joueurs, mais Jaeger, Pedretti et Ugly, moi je les mettrais ensemble pour leur donner de la confiance et surtout c'est une ligne qui peut te mettre des goals importants. Donc voilà, ils ont un contingent équilibré. On va voir comment on va dispatcher ça. Attention, j'ai un petit bémol quand même, c'est sur le temps de jeu qu'on donne à, même s'il a gagné la Mémorial, qu'on donne à Rochette. C'est un très bon joueur, c'est important, mais l'équilibre d'une équipe aussi est faite de paliers. Et quand vous avez des joueurs qui ont joué en NHL, quand vous avez des joueurs qui sont en équipe nationale et que vous avez un jeune joueur qui arrive, c'est bien de le faire briller, c'est bien de le développer, mais attention au temps de jeu des autres parce que l'équilibre il est fragile, sachant qu'on a des joueurs comme Kennings qui sont en tribune et qui peuvent aussi déséquilibrer le vestiaire. Oui, si mais ça va pas pour eux. en même temps, si Rochette est supérieur et qu'il tient le coup, Oui. vous pouvez, c'est peut-être un jeune, mais vous pouvez déjà l'utiliser comme un vétéran. Exactement. Ouais, mais exactement. il faut quand même qu'il fasse ses preuves. Non mais exactement, mais là il a eu beaucoup de temps de jeu et en termes statistiques c'était moyen par rapport au temps de jeu qu'il a eu. Par contre on voit qu'il a beaucoup de qualité, c'est un excellent joueur. Maintenant, attention à ne pas le brûler et attention à ce que l'équilibre du vestiaire soit... C'est une vision, c'est mon analyse à moi et c'est une vision de l'extérieur. Mais je dis simplement ça parce que je sais que dans les vestiaires, il y a certains égos qui peuvent être touchés. Et là, ça peut déséquilibrer le vestiaire et surtout anéantir un petit peu la progression du joueur que tu veux mettre en avant. Ouais, moi, je remarque qu'on parle peu de Suomela, pardon. Et en fait, on en attend beaucoup. Alors, je me réjouis de voir. Des fois, c'est pas grave. Faut pas être en forme trop tôt. Il faut monter en puissance. Il a des grandes références. Oui. Puis avec Kovacs et puis avec C4, c'est fort. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, comme j'ai dit, quoi, ça reste des matchs amicaux. Ça vaut ce que ça vaut. Mais les places sont chères, donc tout le monde. Moi, je regrette. Et puis ça gagne. Voilà, ça prend la exact. confiance. Je dis juste, j'espère que des Ugly et Pedretti vont être utilisés cet hiver et qu'on les mette en confiance parce qu'on sait très bien qu'ils ont un potentiel ici. Ouais. Donc voilà, ça c'est le Je voudrais travail. juste rajouter Salomaki aussi. Je le verrais bien avec Almon et Boson. En fait, Raffel a un certain âge et a des blessures récurrentes, donc on pourrait faire tourner un peu l'effectif. Mais Salomaki est aussi un pitbull sur la glace, il peut être très agressif. Donc elle est cohérente cette équipe, elle est vraiment très cohérente et je suis impatient de l'avoir en match officiel avec de la pression le 13 septembre à Fribourg. Et Laurent, tu remarqueras qu'on n'a pas parlé de Kennings. Oui. Non mais moi il y a différentes. Non mais Kennings, si on est honnête, on parle beaucoup de la prépa physique, etc. Mais c'est un gros contrat et il fait, à mon avis, il n'est pas dans les plans du coach. Donc on essaye de le mettre en tribune pour qu'il craque et puis qu'il aille le voir ailleurs pour casser son contrat. Mais ça, on sait qu'en interne, il ne le fera pas parce qu'il a un gros contrat et il ne tiendra jamais ça ailleurs. Donc ça va être une bataille, mais après Kennings, si d'un coup tu as des blessés et qu'il se met en forme, il peut être important. Il a une médaille de bronze au championnat du monde, donc il sait jouer au hockey. Ouais. On va conclure sur Lausanne avec juste cette remarque-là. Ce que vous venez de dire va donner de la cohérence justement à ma remarque. C'est qu'effectivement, on parle beaucoup des étrangers, Suomela, Salomaki et compagnie, mais il y a un étranger dont on ne parle absolument pas. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie et que ça pourrait devenir finalement un jour décisif. C'est Raffel. On n'en parle plus de Raffel. Ouais, mais parce qu'il il a une pression. Oui, alors il revient de blessure, mais on en parle. Et vous l'oubliez quand même. Non, mais moi, Raffel, je l'ai mis avec Almon et Boson. Ouais, bah justement, dans le quatrième bloc. Non, dans le troisième bloc. Bon, dans le troisième bloc, et pour moi, c'est le premier bloc, dans le sens où c'est eux qui doivent jouer contre les gros blocs en face. Et moi, je pense si ce bloc-là arrive à se trouver et à faire le job défensivement,
il y aura un vrai équilibre dans cette équipe. Mais c'est la même question toujours. Quand est-ce qu'on a eu le Raphaël de NHL? Peu, parce qu'il a été souvent blessé. Et un temps d'adaptation. Il faut te remettre dans le rythme, ça, il faut que tu reviennes. C'est compliqué quand tu as de l'âge. Moi, je voudrais juste encore rajouter une dernière chose, c'est qu'officiellement, le capitaine, c'est Glauser, et je trouve ça très bien. Ouais. On parlait de confiance, voilà. Non, mais alors lui, il faut qu'il explose, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis de nombreuses semaines... Je crois que ça va plus loin que ça. Rappelez-vous, quand on a donné le site capitaine à Genève, à Noah Rod, c'était pas pour rien. Je pense qu'il y a un message là. Glauser, on voudrait qu'il reste à Lausanne. Parce qu'autrement, il y a Fribourg qui le veut. Non, puis surtout, il a des grosses possibilités. C'est un futur joueur important de l'équipe nationale, avec beaucoup de responsabilités. Donc il faut continuer à le développer. Je trouve ça intelligent en tout cas. Il a un talent monstre. Non, mais il y a beaucoup de cohérence. Alors, justement, ça va me permettre maintenant de lancer la discussion sur le dernier club roman qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est le HC Ajoie, qui a donc un nouveau capitaine qui s'appelle De Vos, messieurs. C'est une manière peut-être d'assurer à De Vos une présence sur la glace. Ça veut dire que ça s'annonce pas bien pour un autre étranger lorsqu'il faudra faire des choix? Moi, je suis pas sûr. Je crois surtout que De Vos, dans l'historique du club, il est important. C'est un leader par la voix, aussi dans le vestiaire. Et puis, il y a quand même une corde d'étrangers québécois. Donc, c'est un des anciens. Hazen s'exprime moins. Après, pour moi... mais vous avez raison. C'est délicat de retirer de l'alignement un capitaine. Moi, je m'appelle Hazen. Quand je vois maintenant ce qui se passe, si vous jouez avec deux défenseurs, celui qui va sauter, c'est Hazen. Hein. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il aura peur de le sortir. Non, mais votre remarque, elle est pertinente parce que c'est vrai que quand tu as 7 étrangers et que tu en as un qui doit sortir, et selon les matchs, tu vas jouer avec 2 défenseurs étrangers par rapport à ton contingent, ça peut être un risque, mais a priori, dans la tête de Volven, c'est pas lui qui va sortir. Moi, dans les actes, par rapport à la suite de Howard, j'aurais vu plutôt Frossard. Parce qu'en plus, c'est sûr que Frossard, lui, il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Mais après, ça dépend de la personnalité. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais après, il y a, comme tu dis si bien, Laurent, il y a les leaders par l'exemple, par la parole, par l'exemple. Frossard, dans les moments importants l'année passée, il a répondu présent. C'était vraiment... Enfin voilà. Mais bref, de toute façon, dans tous les cas, c'est des joueurs qui sont charismatiques, importants, et puis c'est des joueurs de vestiaire. Donc, il y a une logique là derrière aussi. Moi, ce que j'ai noté pour cette équipe, j'ai trouvé que Wolf était encore meilleur que les années précédentes en préparation. Là. Je trouve qu'il a pris encore de la confiance et c'est un futur prospect pour l'équipe nationale. Ensuite, les paires de défense, je les trouve très cohérentes. Brennan avec Scheidegger, Rundqvist avec Gélinas, Fischer-Fay et Pilet-Thierry. D'accord. Après, il nous reste Beerbaum avec le jeune défenseur d'Ajoie, j'ai oublié son nom. Pouilly. Ensuite, à l'attaque, Odette, Gauthier, Asselin, c'est une valeur sûre, ça a très bien fonctionné. Hazen, De Vos, Schmutz, Roman Engi, Frossard, Hubert. Et après, ils sont 6 attaquants, mais par rapport à une checking line, Boson, Arnold et Chiaroni ont un peu d'avance sur Garissus, Maca et Colère. Mais voilà, il y a de la profondeur, l'équipe marche bien, il y a une bonne ambiance. On a eu 5 belles victoires, un dernier match très important en préparation où ils vont vraiment être testés. Ils vont jouer à Zurich. Dernier match de préparation, Ajoie va jouer à Zurich, donc on va voir où ils en sont. Ouais. Non, en tout cas, pour une prépa, Ajoie, c'est optimal, surtout si on réfléchit à la fin de saison qu'ils ont vécue. Donc en plus, comme on l'a très bien dit, ils ont réussi leur mercato en fonction de leurs moyens. Donc maintenant, ça reste des matchs amicaux, mais je pense que c'est quand même un bon signal. Bon. Écoutez, voilà, on a évoqué les romans rapidement. Quelle heure est-il ? On a le match dans 10 minutes, ce qui veut dire qu'on va passer au divers. Hein. Si vous êtes d'accord. Alors on commence avec Christian. Ouais, alors moi j'ai des divers sous forme d'un petit questionnaire pour mes amis belges et français. Donc pour Philippe, petite question. Est-ce que tu sais où jouent les 3 hockeyeurs belges du championnat suisse ? Il y en a un à Bienne. Il y en a un qui doit être du style Franche-Montagne ou quelque chose comme ça. Non. Je vais t'aider. Alors il y a les frères Huguebert. Donc il y a Lionel qui est à Gain. Et puis l'autre qui est en essai à Sierre. Je crois même, c'était pour ça que je voulais dire. Je crois que c'est plus qu'un essai. Je crois que ça a l'air de se confirmer du côté de Sierre en défense. Donc voilà, je trouve que... Et puis, petite question aussi, est-ce que tu sais que les frères Huguebert auraient pu jouer dans une autre équipe nationale à part la Suisse et la Belgique ? Le Tongo. Le Congo. L'Italie, ils ont une maman italienne. Ok. Voilà, bref. Mais après, non, j'ai un truc un peu plus... pour une fois, je vais parler du hockey français. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant que
Marseille, il y a une équipe qui vient qui viennent de partir en Magnus, c'est les Spartiates. Stéphane Dacosta, capitaine. Pas Stéphane, Teddy Dacosta, le frère de Stéphane qui joue en KHL. Alors, je sais pas si... En fait, ils ont bénéficié de la relégation de Mulhouse. Ouais, exactement. Et pourquoi ils ont fini 11e du championnat, donc ça a un peu foutu le bordel. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la plus grosse affluence de spectateurs dans le championnat français. Toute équipe confondue, à part la finale de la Coupe du France, ils ont eu 5400 spectateurs. Il y a 6000 places dans la patinoire. Il y a 7600. 7500 maintenant. Okay. Voilà. Et alors, très intéressant, il y a une petite pépite qui est sortie. Un certain Maurice Zwickel, fils du manager, qui a Jonathan 15 ans. Qui a 15 ans et qui a marqué son premier goal hier à la Riviera Cup contre Nice. Il a marqué son premier goal à 15 ans. Voilà. Maintenant, j'ai vu le reportage. Attends Lolo, c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que son papa Jonathan était un brillant joueur qui a joué en équipe de France et tout, mais il a une particularité. Est-ce que tu sais ce que c'est, Philippe ? Moi, je sais. Alors, il joue autant du côté gauche que du côté droit. C'est le beau-fils du président de l'IHF. Ça, c'est l'autre particularité. C'est le beau-fils du président de l'IHF. Alors, ça, j'y viens après. Il a monté une entreprise. J'y viens après. C'est pas ça ? C'est pas ça. Non, en fait, il est né à Bruxelles parce qu'il est belge. Exactement. Il est belge et son père, Alain, a été joueur du club de quai de Charleroi et il a été pendant plus de 10 ans sélectionneur de l'équipe de Belgique. Donc en fait, Zwickel est en fait un joueur belge qui avait une mère française. Et sa maman s'est remariée avec le président de l'IHF. Exactement. Luc Tardif. Exactement. Son beau-père, c'est Luc Tardif. Donc moi, je mets une petite piécette sur le petit Maurice à 17 ans en Ligue junior majeure. Ouais, il a beaucoup de talent. Et pour finir, l'entraîneur de Marseille, c'est Luc Tardif Junior, le fils de Luc Tardif, le président de l'IHF. Ouais. Et donc le manager est Jonathan Zwickel. Laurent Antonioli, ces histoires de famille, là, ça vous passionne, hein ? Surtout le hockey français, pardon. Non, français. Franco-belge. Lapsus révélateur. Aussi. Mais c'est pour ça que c'est divers. On parle des divers. On a quand même un animateur qui est belge-suisse, qui est assez rare. Ouais. Et du coup, c'était quand même joli de se dire qu'un joueur qui s'appelle Zwickel, en réalité est belge et qui a aussi été un international français de renom. Voilà. Alors moi, j'en avais d'autres pour conclure. Le nouvel étranger Knight, là, qui a été déjà blessé après avoir reçu une grosse mise en échec. Il a quitté ses partenaires à la première période contre Langnau, l'étranger de Berne, qui a été annoncé comme l'un des meilleurs centres évolués en Europe par Andrew Ebet. Donc quand même une tuile. Après, René Fazel, nommé chef du comité d'arbitrage de la KHL. Voilà. On l'avait plus ou moins annoncé. Ouais, ça c'est bon. Victor Lowe, on en a déjà parlé, qui revient. Et puis Steinegger qui a dans son interview à MySport ne s'est pas caché sur les objectifs du club en annonçant un top 6. Donc c'est courageux en ces temps de recrutement intempestif de tous les clubs. Ouais, mais en même temps, avoir comme objectif un top 6 alors que vous êtes vice-champion. Oui, non, bien sûr, mais c'est quand même pas prendre beaucoup de risques. Non, moi je suis pas d'accord. Alors là, c'est hyper serré. Regardez Gauthieron l'année d'avant. Oui, mais bon. Vous avez vu les contingents des équipes là ? Mais oui, mais c'est comme tout à l'heure, Louis Matt qui refuse de s'exprimer. Quand on est finaliste, quand on est champion de Suisse, quand on est à 3 fois rien de la victoire et de la promotion National League, vous pouvez pas dire qualifions-nous déjà pour les playoffs, quoi. Mais oui, mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Alors Philippe, Monsieur Ducarreau, je suis pas d'accord avec vous pour une chose. Là, je parle je vous reconnais bien. Là, vous êtes de l'autre côté de la bande. Non, pas du tout. Mais t'es là parce que la Swiss League a des budgets qui sont très petits par rapport à la National League. Et donc, dans le contingent en qualité, si d'un coup, tu arrives en quart de finale et que tu as ton premier bloc qui est blessé, tu ne passes pas le quart de finale. En National League, si tu as 3 étrangers blessés, tu as la possibilité d'en avoir un 7e, un 8e. Il y a des équipes qui ont fini quand même avec 10 étrangers et tu n'as pas les mêmes budgets. Donc, tu as le même problème. On a le même problème avec les clubs d'élite. Si tu as Robert Meyer qui se blesse avant les playoffs, il est possible que Genève ne soit pas champion. Non, parce que tu as des clous. Et si tu as le gardien numéro 1 de Chaux-de-Fonds qui se blesse, tu as un Servigno, un jeune gardien qui joue en élite B en junior. C'est pas la même chose. Donc, moi, je trouve que. Tu es là pour enlever de la pression sur ton équipe. Non, ça premièrement, mais surtout en Swiss League, d'annoncer des objectifs, c'est plus compliqué qu'en National League, moi je trouve.
Je vais vous dire un truc, Laurent Tognoli, il y aura toujours quand même quelques barrières entre les hommes, les techniciens qui sont à l'avant et puis les journalistes qui ont parfois une vision différente, mais respect pour votre profession de foi, messieurs. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas ambitieux, hein, attention. Oui, je vous comprends. Ils sont ambitieux, bon. c'est sûr. Messieurs, est-ce qu'on va conclure cette émission premier bloc là, on a eu aujourd'hui. On a eu des beaux invités. On a eu de bons invités, et donc le premier bloc, ça recommence régulièrement, non pas lundi prochain, mais le lundi d'après le 11. C'est le premier bloc numéro combien, vous savez pas hein. On doit être pas loin des 80 maintenant, pas loin Voilà. de 75 et 80. On fera le décompte pour la reprise de la saison. Premier bloc, donc lundi le 11 septembre. 2 jours avant la reprise avec le match entre Fribourg et le Lausanne Hockey Club.